Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Politiquement Chaud de ce week-end. Ce week-end, nous recevons pour vous Dr Adamou Maman Sambo. Il est vétérinaire et ancien conseiller technique à la transhumance du président Boniaï. Il est conseiller communal de Kalalé. Avec lui, nous allons aborder le sujet sur la transhumance au Bénin. Le docteur Adamou Maman Sambo nous dira qu'est-ce que c'est que la transhumance. Quelles sont les sources de conflits de la transhumance au Bénin? Dans ce studio, je suis avec mon confrère Samuel Dayou pour animer l'émission. Samuel Dayou, bonjour. Nouroudine Moussa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Tel que l'a annoncé mon confrère Nouroudine Moussa, nous recevons pour vous Dr Adamou Maman Sambo. Dr Adamou Maman Sambo, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Qu'est-ce que la transhumance, docteur? Merci pour la question. Et je voudrais dire que quand on parle de transhumance, il faut d'abord faire un petit recul et expliquer que c'est un système de production. On est dans le pastoralisme. Ce système de production s'appelle le pastoralisme. Vous entendez souvent, on parle d'éleveur ou de pasteur. Le pastoralisme, c'est le système d'élevage extensif qui donc a besoin de l'espace et qui participe aussi à la valorisation de l'espace. Donc il faudrait qu'on le précise. Et la transhumance dans ce système, c'est la mobilité de ce troupeau, mais à une période bien précise. C'est-à-dire que pendant la sécheresse, les animaux qui se trouvent souvent dans des zones arides, dans des zones où la sécheresse frappe de façon forte, sont obligés de se déplacer pour aller vers des zones humides pendant une période de 2 mois, 3 mois, en fonction souvent de retour des pluies. Donc, c'est ce mouvement pendulaire d'aller et de retour qu'on appelle transhumance. Donc, si nous sommes dans un système d'élevage pastoral, la mobilité fait partie de ce système de production. Donc, je voudrais d'abord qu'on ait ces préalables-là et ces précisions-là. Et cette transhumance connaît en fait 2 formes. Nous avons la transhumance transfrontalière, c'est-à-dire que les animaux nous viennent par exemple du Burkina, du Niger ou du Nigeria et séjournent sur notre territoire. Mais nous avons également la transhumance, comme nos animaux quittent le Bénin, qui vont au Togo ou bien vont au Nigeria. Par contre, nous avons aussi la transhumance nationale. Et cette transhumance nationale se déroule également à 2 sous-formes de transhumance. C'est-à-dire que nous avons la grande transhumance qui se déroule pendant la grande saison sèche et nous avons la petite transhumance qui se déroule au moment où les cultures sont installées et on a des pousses qui s'observent et qui sont à un certain niveau donné. Cette petite transhumance se déroule souvent quand il faut éloigner les bêtes des zones de culture pour ne pas faire de dégâts pendant que les pousses, il y a la germination par exemple des semences. Donc voilà ce qu'on peut dire de façon ramassée pour expliquer ce que c'est que la transhumance et surtout le système de production pastorale. Si on veut aller au fond de ce que vous avez développé, la transhumance, avant qu'il y ait transhumance, il faut l'éleveur et les bœufs, c'est ça? Oui, naturellement. Quand on parle d'animaux, c'est quel genre d'animaux? Oui, en fait, effectivement, quand on parle de transhumance, dans nos régions ici, nous avons les bovins qui peuvent transhumer, mais nous avons aussi les petits ruminants, c'est-à-dire que les caprins et les ovins, ce qu'on appelle communément cabris et puis moutons. Tout ça constitue des animaux qui vont en transhumance. Et la question de la transhumance, en fait, j'ai parlé tout à l'heure d'un système. Et quand on parle de système, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Dans l'élevage pastoral, il faut reconnaître qu'il y a un rapport étroit entre l'éleveur, son animal et son milieu, là où il vit. Donc c'est cet ensemble et l'interdépendance, l'interrelation entre les 3 qui constitue en fait le système pastoral. Et là, quelle est l'origine des conflits que nous enregistrons dans le pays, un peu partout, quand on parle de cultivateurs et l'éleveur, disons le peul, ceux-là qui vont en pâturage, souvent, le plus souvent, ont
constate des conflits, on enregistre des morts durant ces conflits-là. C'est quoi la source? Bon, je voudrais, avant de répondre à la question, préciser que quand on parle de pastoralisme également, et donc cette transhumance, c'est-à-dire cette mobilité-là, elle n'est pas spécifique au Bénin. Parce que quand on entend souvent les médias parler, quand on entend le commun, ou bien le commun du Béninois, c'est comme si c'est un fléau qui existe au Bénin, comme si c'est un fléau, c'est un mal qui existe au Bénin. Oui, mais quand quelque chose dépasse nos frontières et on ne tient pas tous les fondements de cette pratique-là, même pour résoudre par exemple le problème ou ceux qui le considèrent comme un problème, ce n'est pas seulement le Bénin. Donc c'est même réglementé au niveau de la CEDEAO. C'est pour dire que ça va au-delà des frontières du Bénin et que ça va même au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire que dans plusieurs continents, vous avez beaucoup de peuples qui pratiquent ce mode de production qui est le pastoralisme, donc qui font la mobilité. Donc c'est pour amener ça un peu, pour voir un peu l'importance du phénomène. Près de 200 millions de familles sont concernées par ce mode de production-là. Il faut qu'on le signale. Donc, parlant des causes des conflits, il faut reconnaître une chose importante. C'est-à-dire que dans notre environnement, nous avons un certain nombre d'enjeux. Donc, quand on parle d'élevage et quand on parle de mobilité, l'enjeu principal, c'est l'espace. C'est-à-dire, nous avons un espace qui est là. Nous avons des zones où la population va augmenter. La population augmente depuis des dizaines d'années. Mais en termes d'évolution, en termes d'aménagement de ces zones, il n'y a aucune amélioration. Ça même va s'aggravant. Donc, une zone qu'on connaissait très fertile, une zone qu'on connaissait avec des rendements énormes pour l'agriculteur sur un petit espace, aujourd'hui, pour que l'agriculteur dispose de produits plus importants ou les mêmes produits qu'il y a 10 ans, il faut qu'il emblave des superficies encore plus grandes. Donc, l'enjeu, là, c'est l'espace. Et cet espace-là est entre deux acteurs, chacun veut s'approprier cet espace-là. Donc, première source de conflit, c'est sur le même espace que se déroule l'activité, plusieurs activités en fait, l'agriculture, l'élevage et moi je dis souvent que les deux sont mobiles. Parce que dans notre système de production agricole, vous savez que les champs également sont mobiles, c'est pour ça qu'on parle de jachères qui sont abandonnés pour aller coloniser d'autres terres. Ça, c'est la première source qu'il faut voir comme enjeu, qui peut être la pression. Maintenant, l'autre enjeu également par rapport à la question qui peut provoquer des conflits, souvent on parle de l'animal qui rentre dans un champ, donc on parle de divagation, mais il y a aussi le champ qui rentre, qui va en conflit avec l'animal, c'est-à-dire qui rentre dans l'espace qui normalement est prédestiné à l'animal. Et cet espace, c'est quoi? C'est un couloir par exemple de passage des animaux, ou bien c'est une zone qui a été reconnue comme zone de pâturage. Ça a été aménagé pour être une zone de pâturage, mais que les champs entrent et les champs soient installés sur ces zones-là. Donc ça peut être également objet de conflit. L'autre élément qui est important qu'on ne présente pas souvent également, ce sont les provocations que j'appelle moi des provocations de divers sociaux de chaque milieu. Vous avez des gens qui s'organisent par exemple dans certains villages pour aller pendant la période de transhumance abattre des animaux. Quand je vous ai montré un certain nombre d'images ici tout à l'heure, c'est-à-dire que les animaux sont systématiquement abattus pour diverses raisons. Ce n'est pas qu'il y a une raison fondamentale, ce n'est pas qu'il y a divagation, ce n'est pas qu'il y a conflit, mais les gens vont abattre juste les animaux, juste pour se faire. Les animaux qui sont en déplacement sont abattus, ou des animaux quand ils vont parquer quelque part, les gens s'organisent pour venir attaquer les éleveurs et abattre les animaux. Ça, je crois que toutes les autorités qui sont au contact direct avec la question de la mobilité, la question du pastoralisme sur le terrain, que ce soit les préfets, les maires, les gendarmes qui sont sur le terrain, ils sont au courant de ce phénomène-là. Et ça également constitue une source de conflit énorme. Au-delà de la divagation, donc il y a aussi les provocations qu'on peut dire de part et d'autre qui entraînent ces conflits-là. Mais docteur Adamou, dites-nous, est-ce que
l'activité est organisée dans notre pays? Est-ce que pour cette mobilité-là, vous avez dit que c'est des espaces qui sont utilisés par 2 personnes. Est-ce que c'est organisé en quelque sorte que ces 2 acteurs n'arrivent pas à s'affronter pour que des conflits ne surviennent pas? Oui, normalement c'est organisé. Puisque vous savez, on parle souvent de pastoralisme, mais nous, au Bénin, on est dans l'agro-pastoralisme. Pourquoi je dis agro-pastoralisme? C'est-à-dire que quand tu prends nos éleveurs, que ce soit à Djidja, que ce soit à Kové, que tu remontes à Dassa ou à Malanville, ceux qui ont les animaux, qui sont des éleveurs, ils font l'agriculture, ils font l'élevage. D'accord? Ceux qui sont on dit que ça c'est la communauté des agriculteurs, ils ne font pas que l'agriculture. Quand vous les voyez, où ils ont des animaux de trait, ils leur permettent de mieux faire leur culture, ou bien quand ils ont assez de ressources, au lieu de mettre de l'argent par exemple dans une banque ou bien dans une caisse, ils vont acheter des animaux qu'ils vont confier par exemple à un éleveur. Donc on est dans ce système agro-pastoral là. Ça veut dire quoi? Que chacun participe un peu à l'activité, aux deux types d'activités. Donc normalement, en échangeant, en se connaissant un peu mieux, on devait pouvoir éviter ces conflits-là. Mais seulement il faut reconnaître une chose, que les pressions sur les terres augmentent chaque année. Les pressions sur les terres augmentent chaque année. Premier élément. Les pressions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une zone que tu connaissais de 500 habitants, par exemple, tu reviens après 10 ans, tu trouves, on est à quoi? 600 habitants? Mais si l'activité principale de cette zone-là, c'est l'agriculture, s'ils avaient besoin de 40 hectares pour subvenir à leurs besoins, c'est un exemple schématisé que je donne. Ça veut dire qu'ils sont en train de chercher actuellement, ou bien ils sont en train d'occuper, non pas 40, mais peut-être 60 hectares. Il y a 10 ans, quand on prend le cheptel béninois, les animaux, les bovins que nous avons au Bénin, on était autour de 1,3 million, 1,4 million. 10 ans, un peu plus, hein, parce que c'était dans les années 2000, je crois. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quand on fait la situation de notre cheptel, on est pratiquement au-delà de 2,5 millions. Ça veut dire quoi? Aussi bien par la maîtrise de la santé animale, par la maîtrise de l'effectif, par la maîtrise de système de production, il y a un croît au niveau du cheptel. Les terres n'augmentent pas, mais les besoins des populations augmentent sur ces terres-là. Donc l'un mis dans l'autre, il y a une pression énorme sur l'espace où chacun veut quand même exercer son activité. Donc pour éviter qu'il y ait des conflits, il faut que ces acteurs-là vraiment puissent avoir des occasions d'échanger, avoir des occasions de discuter. Je pense que ça peut atténuer un peu. Vous avez été conseiller du président de la République une fois, à la présidente de la République une fois. Est-ce que jusqu'aujourd'hui dans notre pays, la chose est faite en sorte, quelque sorte qu'il y a des responsables à chaque niveau pour canaliser ou soit un peu organiser un peu, bien suivre un peu la mobilité des acteurs? Oui, c'est organisé, c'est structuré bien de très longtemps. C'est-à-dire nous avons un comité national de transhumance, d'accord, qui est au niveau vraiment ministériel, d'accord, et tous les acteurs normalement qui sont concernés sont représentés à ce niveau. Au niveau, il y a le gouvernement qui est représenté et la présidence est assurée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Défense, le ministère de la Décentralisation, le ministère des Finances. Et au niveau département, vous avez également un comité départemental de transhumance. Et ce comité, normalement, est présidé par le préfet du département concerné. Et c'est décliné ainsi jusqu'au niveau commune et pourquoi pas arrondissement et niveau village. Donc, la structuration existe sur papier. Maintenant, excusez-moi, au niveau de ce comité, les acteurs également sont représentés. Parce que nous avons les éleveurs qui sont représentés, les agriculteurs qui sont représentés, et à tous les niveaux, tous ces acteurs-là sont représentés. Maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est que ces comités, s'ils fonctionnaient réellement, on peut anticiper sur beaucoup de choses. Mais, comme vous le constatez, s'il y a toujours des problèmes, ça veut dire qu'il y a un problème de fonctionnement de ces comités-là.
Depuis combien de temps ces comités existent? Est-ce qu'ils sont réactualisés? Ces comités datent, je pense bien si mes souvenirs sont bons, ça date de 97 ou 98, je crois. C'est-à-dire qu'au temps du président Soglo, non, un peu avant. Un peu avant. Depuis la Révolution, il y avait, mais ça a été actualisé en fait. Il y avait un dispositif qui existait, mais qui calait avec les préfectures, comment on appelle, les districts au temps de la Révolution, mais qui a été actualisé avec le renouveau démocratique pour revenir au niveau de la structuration qui concerne autant du président Soglo, il y a eu un renouvellement. Et au temps du président Boni, il y a eu une autre relecture de ce comité-là. Mais ça n'a pas changé fondamentalement la structuration que j'ai décrite, c'est-à-dire du niveau national, passant par le niveau départemental et le niveau communal. Avant, on parlait de district, donc je pense que c'était comme ça que c'est monté. Mais le véritable boulot ici, c'est la question de la fonctionnalité de ces comités-là. Parce que s'ils fonctionnent, la transhumance, on ne va pas rentrer dans une période de transhumance et être surpris. Ce n'est pas comme des pluies de mangue, comme on dit, qui vous surprend un beau jour. Ça, non. C'est-à-dire la transhumance, on connaît la période, on doit préparer l'avènement de la transhumance. Donc chaque année, normalement, on doit pouvoir non seulement préparer, mais faire le bilan et planifier la prochaine campagne. Je pense que ce sont ces éléments-là qui nous manquent souvent. Mais souvent, on entend parler de couloirs, de temps. Quels sont les couloirs? Comment ça s'est tracé? Et souvent, on apprend encore qu'il y a des conflits, soit jusqu'à mort d'homme, ou c'est des cultivateurs qui arrivent à agresser les animaux justes, même les hauts bergers, ou soit les bergers qui parfois agressent, oui. Qui agressent aussi. Oui. Les paysans. Vous savez, dans l'aménagement, normalement, on doit pouvoir faciliter que chaque acteur puisse mener son activité de façon libre. D'accord? Mais souvent quand l'agriculteur a sa tête baissée sur sa roue, il oublie que l'éleveur est à côté. Et quand l'éleveur a la tête baissée sur ses bêtes, je caricature la chose, hein, il oublie lui aussi que l'agriculteur a ses biens à côté. Donc les deux, je dis que c'est une sorte, qu'il m'excuse un peu, d'égoïsme de chaque acteur qui fait que chacun s'occupe uniquement de son activité sans penser à l'autre. Malgré que, j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup qui mènent les deux. Donc ils mènent les deux, mais ça n'empêche, même dans des régions où vous avez une majorité d'éleveurs, les conflits, les divagations dont on parle là, ça existe. Ça existe, mais seulement que le conflit n'est pas, pas des conflits souvent ouverts. Parce que là-bas, chacun sait qu'on possède des animaux. Et c'est normal que parfois un animal échappe au contrôle de son propriétaire pour aller rentrer dans un... Donc, normalement, dans nos communes, il faut qu'il y ait des couloirs, des pistes qui permettent que l'éleveur, quand il est avec ses animaux, qu'il puisse aller au pâturage et qu'il puisse revenir à son point de départ. Ça, c'est... Mais quand il doit quitter une zone pour une autre zone, là on parle de couloirs de transhumance, il faut également qu'il y ait des couloirs qui puissent permettre que ces animaux puissent traverser une commune, deux communes, plusieurs communes pour aller à leur zone d'accueil. Et la spécificité du Bénin, c'est que le Bénin, comme vous voyez notre carte qui est en longueur, d'accord, qui est très long, on est un pays où transitent beaucoup d'animaux, pas seulement dans le cadre de l'élevage pastoral, mais également dans le cadre de l'élevage du marché de commerce de bétail. C'est-à-dire que beaucoup d'animaux, le plus gros marché de la sous-région qui se trouve à Fada par exemple, au Burkina Faso, tous les animaux qui doivent rentrer vers le Nigeria, pour la plupart, passent par le Bénin. Ça peut être du côté au nord, du côté centre, ou parfois certaines descendent pour rentrer carrément dans le sud avant de rentrer au Nigeria. Parce que dans le fonctionnement des marchés, quand les animaux quittent un grand marché, ils peuvent faire d'abord des marchés intermédiaires avant d'atteindre le marché final.
Donc le Bénin est une zone de transit permanente. Donc quand vous voyez les animaux passer en permanence, ce n'est pas seulement lié à la transhumance. Il y a le commerce de bétail qui entre en jeu. Et si ces couloirs-là qui permettent de traverser le Bénin sont bien tracés, donc normalement, on devait avoir moins de conflits, mais il faudrait que cela soit suivi également d'infrastructures adéquates. Les infrastructures veut dire quoi? Déjà, le couloir en lui-même, balisé, donc matérialisé par des bornes qui montrent que ça c'est un couloir. À une certaine distance, tu peux reconnaître que tu es en face d'un couloir. Je dis, ça c'est déjà une infrastructure et sa mise en place nécessite beaucoup de moyens. Le deuxième élément, c'est que quand on parcourt une distance sur un couloir de 10 km ou 15 km, il faut qu'il y ait un point d'eau. S'il n'y a pas point d'eau, les animaux qui sont dans un couloir vont sortir du couloir en quête de point d'eau, d'abreuvement. Et il faut également qu'il y ait des zones, que ce soit les animaux de commerce de bétail ou les animaux en transhumance. S'il n'y a pas des zones, des aires de pâturage, les animaux dans tous les cas vont sortir des couloirs de transhumance. Donc l'installation de zones de pâturage, l'installation des points d'eau, tout ça c'est de gros moyens qui souvent sont au-delà des capacités d'une commune. Donc voilà ce que je peux dire, c'est-à-dire que quand on parle de couloirs, quand on parle de pistes, voilà un peu les aménagements que au niveau communal ou au niveau national, c'est-à-dire l'État central, peut accompagner notre pays pour amoindrir vraiment la question ou prévenir les conflits. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des couloirs, vous avez parlé aussi des comités, mais malgré tout, on enregistre des tueries un peu partout, à Maïzou, à Aboumé, et tout récemment à Kobe, il y a tuerie d'animaux. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir, de repenser le problème? Bon, ça veut dire que nous sommes le comité qui est mis là, est-ce que ça fonctionne normalement comme cela se doit? Bon, je pense que les comités ne fonctionnent pas tel que ça se doit. Même s'il y a eu des efforts cette année, nous on a reçu au nord le comité national de transhumance pour venir nous informer des décisions qui ont été prises. Donc ça aussi il y a une nuance. Parce que tout de suite, nous avertis de la question, on leur a dit non, vous devez plutôt venir d'abord recueillir, faire un état des lieux avant de revenir pour faire prendre une décision à votre hiérarchie, au gouvernement. Et ça, je m'adressais un peu au cadre technique de ces structures-là. C'est pour dire quoi en fait? Le fonctionnement des comités doit être décliné du niveau central au niveau départemental, au niveau communal et même jusqu'au niveau base. Si le fonctionnement n'est pas bien articulé, parce que les gens pensent souvent que le comité, bon, au niveau communal, vous avez besoin de quels moyens pour travailler. C'est dans une commune, les acteurs peuvent se retrouver rapidement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis, même une commune, quand tu invites un certain nombre d'acteurs qui doivent quitter et faire 40 km, 30 km, mais ne serait-ce que par courtoisie, quand ils viennent, ils passent une journée, il faut leur trouver à manger. Donc ça nécessite un minimum de moyens. Ensuite, il faut aller au contact de certains. L'équipe qui doit aller faire ce travail, personne ne va prendre dans ses maigres ressources pour financer une activité d'ordre public ou activité et choses. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'accompagnement. Donc ça, il y a la question de manque de, comment on appelle, c'est ça qui entrave, je crois, la fonctionnalité de ces comités-là. Mais l'autre chose, il faut reconnaître qu'il y a aussi une mauvaise volonté politique. Dans certaines régions ou dans certaines communes, quand vous y allez, c'est-à-dire les gens se mettent dans la posture de on ne veut pas de la transhumance. On ne veut pas voir les transhumances chez nous, que même installer un comité de transhumance communal, ils refusent de le faire. Donc ça pose un problème énorme. Et ça, je pense, quand c'est une décision qui est prise, je m'excuse, quand c'est une décision qui est prise, il faut que chacun puisse l'appliquer. D'accord. Vous avez également tantôt parlé des dégâts. Oui, les dégâts ont été énormes. Vous savez, chaque année, il y a une réglementation qui sort et qui régit le déroulement de la transhumance. Et cette année, cette réglementation, comment on appelle? C'est un arrêté interministériel qui régit
le déroulement de la campagne de transhumance 2017-2018. Et cet arrêté a quelques spécificités parce qu'il interdit le déroulement de la transhumance dans la zone méridionale. Donc tout ce qui a comme transhumant venant du Nigeria, du Niger, du Burkina, bon, on ne reçoit pas souvent les Togolais, mais ils doivent pouvoir arrêter, c'est-à-dire l'entrée du territoire s'arrête à la latitude de Dassa. Donc, s'il veut rentrer au Bénin, il faut qu'il passe donc à Sabé, à partir de Sabé et en remontant. Mais toute la zone méridionale donc, est supposée comme une zone rouge et interdite d'accès cette nuit. Ça, c'est ce qui est dit en termes de décision sur, disons, ce papier. Maintenant, le premier problème, c'est quoi en fait? C'est l'interprétation de cet arrêté-là. Parce que dès qu'on dit que la transhumance où la mobilité est limitée, où la transhumance est interdite, c'est les thèmes que les gens utilisent et je leur dis souvent d'éviter d'utiliser ce thème. Quand on dit que la transhumance est interdite, ça veut dire qu'un éleveur qui est à Djidja ne peut pas déplacer ses animaux de Djidja à Kobe. Alors que le communauté, la décision, je pense bien du gouvernement, n'est pas allée dans ce sens-là. Quand vous avez vos animaux sur place, normalement vous pouvez mener vos activités. Vous êtes des Béninois, vous êtes dans la région méridionale, mais vous pouvez mener vos activités dans cette région-là. Mais ce à quoi on veille, je pense la décision, c'est de limiter l'arrivée d'un flux massif d'animaux qui vient souvent de l'extérieur et qui accentue la pression dans cette zone-là. Bon, c'est une décision gouvernementale, pour nous c'est sans commentaire. Maintenant, c'est que chaque acteur puisse s'organiser pour voir en face de cette décision, qu'est-ce qu'on fait. Et les élus locaux, pour la plupart, dans l'interprétation de cette décision, par exemple, c'est qu'il faut faire déguerpir les éleveurs qui sont installés dans les bas-fonds ou qui ont quitté Boycom pour aller, par exemple, à Kobe, qu'ils considèrent déjà comme étant des transhumants. Mais on essaie d'expliquer, on essaie de leur faire comprendre que la décision, ce n'est pas ça qu'on a dit. Il y a des abattages d'animaux. Nous sommes en train de faire le point et je vous dis que c'est ahurissant. Si c'est ahurissant. Quand on dit dans une commune qu'on a abattu plus de 100 têtes de bœuf, 100. Non, je donne un exemple d'une commune. C'est-à-dire on dit qu'on a abattu une centaine de têtes de bœuf et qu'il y a près de 300 qui ont disparu parce que dans la panique, dans le refoulement, dans la panique concrète, mais c'est du cheptel, c'est du capital. Et un capital, c'est un bien de toute la... C'est un bien même national. Parce que les animaux qui disparaissent, les animaux qui sont abattus, et dont les gens se partagent la viande, je dis, le cheptel que nous avons au niveau national, c'est une propriété du Bénin. Parce que quand on doit faire le point de ce que nous avons comme bien, donc ce cheptel-là doit être également évalué. Et sous prétexte que ces éleveurs seraient peut-être des éleveurs étrangers, et même si c'était des étrangers, nous on est contre, on dénonce l'abattage des animaux. Et ça ne peut pas être porté par des élus dans des communes, ce n'est pas normal. Parce qu'on amène, sous prétexte de vouloir protéger des acteurs donnés, on crée en fait une psychose et on permet surtout que des gens descendent pour abattre des animaux. Ça, je ne sais pas si le message ou ces dégâts qui se font sur le terrain, si ça remonte réellement. C'est pour ça on vous sollicite parce qu'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de médiatisation par rapport aux problèmes réels qui se posent sur le terrain. Oui, ça nous pose un problème. C'est la mauvaise interprétation de la décision du gouvernement qui pose ce problème-là qu'on enregistre à Maïzo, à Bomé. C'est une mauvaise interprétation parce que j'ai assisté à plusieurs rencontres au niveau ministériel où au niveau des ministres, c'est clair. Les explications qui sont données sont quand même claires. D'accord? Les transhumants qui viennent de l'extérieur dans cette zone n'y entrent pas cette année. C'est une décision gouvernementale. On ne veut pas trop commenter là-dessus. Ceux qui vont quitter le nord et qui ont l'habitude de descendre dans la zone méridionale, c'est arrêté. Les raisons, c'est les dégâts, les viols, les trucs qu'il y avait eu dans le temps. Maintenant, sous prétexte ou bien sous le couvert de cette décision,
certains organisent un refoulement systématique d'éleveurs béninois qui sont dans leur commune et demandent qu'ils déguerpissent. C'est ça en fait le danger et c'est ça qu'on veut remonter comme information. Il n'y a pas eu de sensibilisation entre cultivateurs et éleveurs après la sortie de la décision gouvernementale. Bon, c'est lors de cette sensibilisation-là en fait que les messages qui passent ne sont pas du tout, ne répondent pas à ce qui a été arrêté au niveau interministériel. Donc il faut, je dis, il faut qu'à chaque niveau, on a eu une séance la dernière fois à Bomé, après les événements malheureux d'Agbaïnzon, où il y a eu 7 morts, il faut le dire, d'accord, 7 morts, dont un paysan et puis 7 morts en une période. Oui, en une période, c'est sur 2 ou 3 jours maximum que tout ça s'est passé. Les 7 là, c'est de quel côté, de quel côté? Non, bon, pour nous, des cultivateurs. Oui, bon, on dit 7 morts, il y a un paysan qui a été tué, un agriculteur et puis 6 éleveurs. Maintenant, il y a des gens qui ont été aussi mutilés, qui ont été charcutés, qui sont dans les hôpitaux. C'est un dossier sur lequel je ne vais pas beaucoup m'étendre, parce que c'est un dossier qui est confié. Ce sont tous des Béninois ou... Ils sont des Béninois. C'est un dossier qui est confié à la justice. C'est dans les mains de la justice. Bon, pour des cas comme ça, il ne faut pas trop se prononcer là-dessus, parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, certainement pour savoir situer les responsabilités. Donc, par rapport à cet événement, une mission est allée sur le terrain pour faire un peu le point de l'évolution de la campagne, tirer des leçons de ce qui s'est passé et voir comment rectifier le tir. D'accord. Et à ce moment, je pense que on a dénoncé les abattages qui se faisaient sur la base de cette mauvaise interprétation de la décision. Et je pense que les ministres avaient précisé qu'ils n'interdisaient pas, la décision n'a jamais interdit le déroulement de l'élevage dans la zone méridionale. Donc nous, c'est les interprétations. Et malgré leur départ, malgré qu'ils soient passés, jusqu'à hier, je vous dis, les animaux ne continuent pas à être abattus. Il y a des zones de Kobe, des zones de Zanyanado, des zones de... Il y a Zobodomé, il y a plusieurs communes où ça pose un véritable problème. Jusqu'à ce jour, je vous dis que les gens ne sont pas en paix. Et ce n'est pas des suites de dégâts, c'est pas des suites de... C'est juste qu'on veut qu'ils quittent la zone. Et sous ce prétexte, vraiment, il y a des bévues qui se font. Et dans cette situation, quelle est la part du gouvernement? Bon, pour nous, ce que je veux dire, hein, moi j'interviens en tant qu'expert technique de cette situation, de cette problématique-là, où pour nous, c'est que ce soit le niveau ministériel, que ce soit le niveau départemental, je dis, nous avons les agriculteurs et les éleveurs sur le terrain. D'accord? On est dans une période sensible. Un dispositif doit être mis en place pour sécuriser tout le monde. D'accord? Moi, c'est ça, pour moi, la responsabilité. C'est mettre en place un dispositif pour sécuriser tous les acteurs. Il y a des zones sensibles. Ces zones sensibles doivent être sécurisées. Et sécuriser, ce n'est pas aller contre un acteur. Ce n'est pas aller s'attaquer à un acteur. Donc, c'est d'abord un élément très important. Ensuite, si le message était mal passé, c'est redescendre encore. Mais la situation est souvent compliquée, en fait, par les immiscements des politiques. Parce que les gens s'immiscent dans ces affaires et chacun voulant montrer au sien qu'il est en train de les défendre au mieux. Donc, la vérité souvent est très difficile à sortir. Et souvent, les gens font des montages énormes. C'est très délicat. Parce que dès que la politique s'en mêle, c'est difficile finalement de s'en sortir. Mais il faudrait que la rigueur soit de mise pour que, au niveau, que ce soit départemental ou au niveau communal, que si quelqu'un commet des actes répréhensibles, que la personne soit sanctionnée. Quel que soit l'acteur, si c'est l'agriculteur, si c'est l'éleveur, moi je suis pour que chacun puisse répondre de ses responsabilités. Donc ça, c'est mon point de vue, ce n'est pas pour défendre tel ou tel autre.
Maintenant, revenons un peu sur les couloirs, si ça existe chez nous. Si vous pouvez nous montrer un peu quelques couloirs existants dans chaque commune ou bien dans quelques communes de notre pays. Bon, l'exemple que moi je voudrais vous donner ici, c'est quand on parlait tout à l'heure de couloirs de transhumance, d'accord? Ça, nous avons la commune de Dassa. Non, la commune de Didja, pardon. Il y a la commune de Dassa, Savalou, il y a le Togo, il y a Plahoué, Koulekame, Agbanizon, Abomé et puis Boyekon et Zapota par exemple. Tout autour. Ce que vous voyez en rouge ici, normalement permet aux animaux qui quittent ou Savalou ou Dassa, d'accord, de pouvoir traverser cette région-là et venir à Plahoué, peut-être remonter, entrer dans le Togo ou bien descendre en tout cas. Ça c'est un exemple, d'accord. Mais ce que j'expliquais tantôt, c'était que quand on est sur ce couloir qui est emprunté par des animaux venant de ces communes ou par des animaux aussi de la même commune hein, qui décident d'aller en transhumance dans une autre commune, ça veut dire qu'ils peuvent emprunter le même couloir, d'accord. Vous voyez ici par exemple c'est une aire de pâturage, mais au niveau de chaque commune il faudrait qu'il y ait sur ce couloir là au moins 3 aires de pâture, ce qui n'est pas ressorti ici, d'accord. Donc les négociations continuent avec les communes après avoir élaboré cette carte pour que au niveau sur le tronçon qu'on ait des zones de pâturage, parce que s'il n'y a pas de zone de pâturage, les animaux vont sortir, rentrer dans, comment on appelle, et rentrer sur les périmètres qui sont cultivés. C'est un exemple type. Un autre exemple type par exemple de couloir qui normalement traverse la commune de Savé, dont une partie a été balisée mais il reste une partie à finaliser. Et là ça rentre dans le Nigeria. Donc si quelqu'un rentre ici, il peut traverser. Et si chaque acteur respecte ce principe, c'est qu'on n'aurait pas de conflit sur cette zone-là. Ça veut dire que les éleveurs venant du Nigeria pourraient traverser la commune de Savé, rentrer dans Dassa, d'accord. Mais cette année, Dassa, on a dit que c'est la zone rouge. Donc, on dit qu'ils peuvent rester dans cette forêt-là ou dans des zones qui sont prévues ou comme étant des zones d'accueil. D'accord? Ou quand ils rentrent, il faut qu'il y ait d'autres couloirs. Ça veut dire qu'il faut encore d'autres ressources pour leur permettre, par exemple, d'accéder à Ouessé ou d'accéder à Glazoué. Donc, ça, c'est un financement qui a permis de le faire, mais il faut qu'il y ait d'autres financements. Nous avons d'autres régions parce que ce n'est pas que la zone méridionale qui fait face à ces problèmes-là. C'est par exemple la zone de Karimama. Quand on prend Karimama, vous avez Malanville à côté. Mais ici, la spécificité, c'est que la zone de Karimama est occupée par le parc W. D'accord? Une grande partie du parc W donc, occupe, comment on appelle, la commune. Et tout ce qui reste, et pour agriculteurs élevés dans cette zone, c'est cette petite bande-là que vous avez. Et souvent les conflits, il y a 2 ans, il y a eu des conflits très mortels dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que c'est de petits espaces qui sont convoités par tout le monde. D'accord? Maintenant, nous, on a pu faire ça, ce financement du projet PAFILAV, projet d'appui filière lait et viande du ministère de l'Agriculture et financé par la BAD, faire ces couloirs-là, auxquels il faut ajouter les points d'eau dont j'avais parlé. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire ceux qui sont ici, il leur faut également, parce que ce couloir leur permet d'accéder au cours d'eau qui est là, et également au couloir à l'aide de pâture, ou bien de pâturer tout le long de cette zone-là qu'on appelle une zone tampon, qui n'est pas qui est une zone d'accès mais réglementée. Parce que c'est le parc est interdit en fait d'accès. Normalement, personne ne doit y être, ni animaux, il n'y a que les animaux sauvages qui sont là. D'accord? Mais les conflits souvent existent également dans cette bande de 5 km qu'on a libérée pour les éleveurs et les agriculteurs pour mener leur activité. Et cette année, si on y prend garde dans cette bande,
Les agriculteurs ayant cultivé, fini d'exploiter leur zone, ont commencé par défricher sur les zones qui sont réservées à l'élevage. Donc cette année, si on y prend garde, on risque d'avoir des affrontements dans ces régions-là. Et pour éviter les affrontements, est-ce qu'il n'y a pas souvent ceux-là qui vont les rencontrer, les sensibiliser périodiquement? Oui, bon, nous on essaie de le faire. Mais il faudrait que ça se fasse, je le dis souvent, il faut que ça se fasse à l'endroit de tous les acteurs en fait. Parce que quand on dit une activité qui amène les gens vers les mêmes espaces, vers les mêmes destinations, il faudrait que des deux côtés, que le même message puisse passer. Ou même si le message est adapté à chaque acteur, mais il faudrait qu'il y ait un message qui puisse passer. Sinon c'est très délicat comme relation, parce que les gens souvent ne se connaissent pas, les gens se voient de loin, et chacun a peur de l'autre en fait. C'est ça la grosse difficulté. Est-ce qu'on peut savoir un peu, vous qui avez été conseiller technique à la transhumance de l'ancien président Boni Yayi, en votre temps et actuellement, ce qui se passe, comment est-ce que vous comparez bon, moi, ces deux périodes-là? Si la question ne vous embarrasse pas. Non, ce n'est Parce pas que ces une derniers question temps, nous avons constaté que c'est d'affilée, hein, on dit conflit entre cultivateurs et éleveurs. En un temps record, on a enregistré beaucoup de morts, de dégâts. Oui, bon, par le passé, il y a des cas aussi, il y a eu des casses comme ça. On appelle ça des casses qui ont pu se produire, d'accord. Maintenant, il faut faire attention entre la manière dont quelque chose qui s'est produit est médiatisé ou non. Je me souviens quand j'étais conseiller, on avait eu un cas comme ça énorme à Ouessé, où en une journée, il y avait près de 7 morts également, mais il n'y avait pas eu le tapage médiatique autour. C'est-à-dire que c'est les éleveurs qui ont été victimes, mais si c'était dans l'autre sens, c'est que vous seriez intéressé à la question. Et là, je vous lance une flèche. Informer, médiatiser au même titre que quel que soit ce qui se passe. D'accord? Il faut que l'information passe. Si l'information ne passe pas, on aura d'énormes problèmes. Donc, ce n'est pas comparer les périodes parce que les dispositifs n'ont pas changé. Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, vers la fin, nous, on a déposé, on avait élaboré un plan triennal de gestion de la transhumance. Parce que ce qui se passe en fait, quelles que soient les périodes, c'est qu'on n'anticipe pas assez. C'est ce que je disais. On n'anticipe pas. On doit préparer, on doit anticiper, on doit faire un bilan de chaque campagne. Mais si on n'anticipe pas, on ne fait pas un bilan, on ne sait pas de part et d'autre ce qu'il y a eu comme dégâts et comme pertes, on ne pourra pas tirer de leçons pour pouvoir affronter la période qui doit suivre. Donc ça pose un problème un peu de responsabilité de tous les acteurs, hein, que ce soit le niveau gouvernemental, que ce soit le niveau départemental et surtout le niveau des élus locaux qui ont la responsabilité de l'aménagement du terroir. Je suis élu local, je sais de quoi je parle. L'aménagement du terroir est du ressort des élus locaux. Il faudrait que dans chaque commune, que les gens puissent organiser l'espace pour faciliter que chacun puisse avoir accès. Parce que moi, ma préoccupation d'abord, c'est comment les animaux du Bénin peuvent avoir accès à l'espace, au pâturage et aux ressources en eau. Si c'est bien structuré chez nous, nous pouvons prévoir un dispositif pour accueillir nos frères qui viennent des autres pays. Mais on ne peut pas être fermé. Parce que dans les mesures qui ont été prises, dans l'arrêté intercommunal, nous avons également c'est-à-dire, quand quelqu'un arrive, quelles sont les conditions qu'il doit remplir en termes d'identité, en termes de nombre de cheptels. Donc il y a une question, comment on appelle? Il y a des modalités qu'il doit remplir. Normalement, il doit détenir un certificat international de transhumance. Donc ça veut dire quoi? Qu'au niveau de la CEDEAO, la question est reconnue. Au niveau de la CEDEAO, il doit avoir un certificat de transhumance, mais il y a une taxe à payer pour celui qui traverse la frontière. S'il arrive et qu'il doit rentrer au Bénin par bête, il doit payer 5 000 francs. Pas bovin. C'est la nouvelle mesure. Bon, ça, la SAN. S'il quitte l'extérieur. C'est ce qui quitte l'extérieur.
Si c'est les petits ruminants, c'est-à-dire moutons, cabris, il doit payer 1000 francs par tête. Donc, tout ça par rapport au porte d'entrée, si c'est bien nulé, si c'est bien défini, c'est que ça devrait permettre qu'il y ait quelques ressources qui entrent et qui permettent de redistribuer ou d'entretenir les acteurs qui sont concernés ou qui sont actifs dans ce processus-là. Et tant qu'on n'arrive pas à cet état de choses, nous restons toujours à faire les choses à moitié. En tant que personne ressource, vous avez dit la transhumance, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans la sous-région, même à l'extérieur, en Europe et autres, la transhumance. Mais le constat ici, chez nous, dans la sous-région, c'est que les conflits s'intensifient à tout moment. Aujourd'hui, vous êtes en face des acteurs, les deux acteurs. Si vous devrez les conseiller pour éviter les dégâts, les pertes en vie humaine, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, je vais leur dire, je m'adresse aux deux, parce que moi je suis également de la société civile, je travaille avec une ONG où notre rôle c'est d'aller à la concertation entre les acteurs, d'accord? Et dans ce cas de figure, chaque acteur doit se mettre, ce qu'on dit souvent, à la place de l'autre. C'est-à-dire que quand tu vois un champ et que dans ton entendement, ce n'est que de l'herbe et non le capital de quelqu'un pour toute une vie et d'une famille, tu vas faire passer peut-être tes animaux là-dedans. Ou bien si tu vois tes animaux se perdre et rentrer dedans, tu ne vas pas t'empresser pour les sortir. Mais si tu te mets à la place de l'autre, disant que autant ta vache la t'est chère, c'est comme ça que son champ aussi lui est cher, donc tu feras plus attention. Donc idem, quand je prends l'agriculteur, quand il est en train d'installer son périmètre, ses parcelles, s'il se dit que tout ce qu'il installe là, le passage qu'il voit là, il est indispensable et vital pour l'éleveur qui veut passer par là, parce que les animaux que lui là, ce n'est que ça qui constitue son capital. Également, il va un peu plus faire attention. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il faut que les gens puissent s'accepter, parce que on est dans un système extensif. Personne ne protège entièrement ce qu'il a, ni l'éleveur, ni l'agriculteur. D'accord? Donc, il faut que les gens ne soient pas trop belliqueux dans cette relation-là. Parce qu'il y en a qui sont très belliqueux. On a vécu des cas physiquement comme ça. On a vu ça visuellement, on a vu. Les gens s'affrontent pour des questions qui ne nécessitent même pas qu'il y ait affrontement. Donc, ça veut dire qu'il y a en quelque sorte une sorte de haine accumulée entre les différents acteurs, qu'il faut travailler en termes de sensibilisation, en termes d'échange, en termes de communication. Et vous, les médias, vous êtes invités à participer à cela pour décrisper vraiment l'atmosphère. Moi, je me souviens, j'ai vu, c'est une anecdote, à la veille, au lendemain plutôt de l'événement de Agbaïzo, un journal qui a titré « Les transhumants sèment la terreur à Agbaïzo ». Mais toi qui es dans les environs, dès que tu lis ça, tu as envie de ramasser tes clics et claques et prendre la route. J'ai entendu des maires dire des choses que je ne peux pas répéter ici. Parce que je ne peux pas me permettre de le dire. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, quand on est investi d'une responsabilité, on doit faire tout possible pour être au-dessus de la mêlée. On ne peut pas s'embourber dans les conflits, dans certaines considérations, dans certains stéréotypes. Et surtout dans certains, préjugés que les gens ont par rapport à tel ou tel. Donc moi je pense qu'on a un rôle important à jouer, que ce soit les élus locaux, que ce soit les acteurs individuels, que ce soit les médias. On dit que vous êtes le 3e ou 4e pouvoir. Le 4e, on le dit souvent le 4e. Ce qui se dit, non, vous l'êtes. Mais il faudrait que vous participez à décrisper l'atmosphère. C'est ce que je tente de faire. Dans mes propos, je ne suis jamais belliqueux vis-à-vis de qui que ce soit. Parce qu'on est dans une médiation, on est dans l'intermédiation
il faudrait qu'on puisse... Il faut qu'il y ait une confiance entre, que ce soit l'agriculteur vers nous, que ce soit l'éleveur. Sinon, c'est difficile de... Mais à des positions données, on est obligé de crier un peu fort parce qu'il y a un acteur qui est marginalisé, qui n'a pas accès à l'information et il n'a pas droit de citer. Et ça, c'est ce qui se passe dans certaines communes actuellement, dans la zone Agongli, malheureusement. Il faudrait que les autorités compétentes puissent voir que ça ne va pas sur le terrain et il faudrait qu'on puisse réagir ensemble. Docteur Maman Sambo, Adamou, merci de nous éclaircir sur ce sujet de la transhumance qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, on ne dira pas que ce sont les éleveurs qui sèment la terreur, mais c'est le sujet lui-même qui sème la terreur au bien-être parce que nous enregistrons des morts à moins de quelques jours, quelques semaines, on enregistre un grand nombre de morts, ce qui n'est pas normal. Il y a des dégâts aussi. Samuel Dayou, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, et docteur Adamou Maman Sambo, merci de nous éclaircir sur ce qui se passe sur la transhumance plutôt. Les autorités sont appelées aussi à voir encore clair dedans, là où il y a des défaillances et là où il y a un peu du laisser aller, parce que chaque acteur a un rôle à jouer. Quand je prends au niveau des communes, au niveau des départements, jusqu'au niveau étatique et au niveau des arrondissements même, parce que la chose est bien tracée. Et genre, on a entendu dans ce débat, dans cet entretien, le docteur nous a dit même qu'il y a eu un fond de la BAD pour faire tracer des couloirs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces couloirs-là, les éleveurs connaissent bien ces couloirs? Est-ce que même nous, autorités communales, nous connaissons même ces couloirs qui sont dans nos communes pour faciliter les choses entre éleveurs et agriculteurs? La responsabilité est partagée et chacun de nous doit se prendre au sérieux pour que, à l'avenir, on n'enregistre plus de pertes en vie humaine comme des dégâts sur des animaux aussi, que dans tous les sens, parce que c'est des capitaux financiers et humains que nous perdons comme ça. Dieu nous garde, nous bénisse et garde le Bénin pour que le Bénin aille de l'avant en tous les plans. C'est ça. Veiller à ça aussi, c'est aussi une réforme et des réformes aussi à faire pour que le pays marche. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous reviendrons encore aussi.